En l'an 2000, on avait fait la connaissance de Wolverine, du professeur Xavier et de Magneto avec le premier X-Men. Toute cette joyeuse compagnie est revenue 3 ans plus tard avec un second opus, Bigger and Better, et plein de petits secrets et détails dans les poches. Détendez-vous, on les a dénichés pour vous. Des petits détails qui sont pour la plupart de grosses références à l'univers des comics originaux, et notamment à des personnages qu'on retrouvera plus tard dans la franchise. Un bon paquet de ces personnages sont d'ailleurs reconnaissables lorsque Mystique fouille dans l'ordinateur de William Stryker juste ici. Les fans auront ainsi reconnu, entre autres, Rémi Lebeau, alias Gambit, que l'on verra dans X-Men Origins Wolverine, Kenichiro Harada, alias le Silver Samurai de Wolverine 2, ou encore les Maximoff, soit Scarlet Witch et Quicksilver, que l'on retrouvera ensemble dans Avengers 2, quand Quicksilver viendra faire son footing en solo dans X-Men Days of Future Past. Sur un autre écran, on aura aussi remarqué des dossiers aux noms familiers. Wade Wilson, alias Deadpool, le méchant Omega Red, le fameux programme Weapon X qui transforma Wolverine, le projet Wide Awake qui amènera les Sentinelles, ou encore des lieux emblématiques des X-Men comme Muir Island. On ne va pas tous les faire, mais vous l'aurez compris, cet ordinateur est une vraie mine d'or pour les fans, et si ça vous dit, n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image pour reconnaître le reste des noms. Dans le registre de la petite référence aux copains, on peut voir dans cette scène à la base d'Alkali Lake plusieurs radios, dont celle-ci à droite, référence au personnage d'Archangel, doté d'ailes métalliques justement. Et plus tôt dans le film, c'est au cours d'un débat télévisé que l'on peut reconnaître le docteur Hank McCoy, alias le Fauve, et qu'on peut entendre qu'il fait face au docteur Sebastian Shaw, qui sera le grand méchant de X-Men First Class. Enfin, le film marque aussi la transformation de Jean Grey en Phoenix, l'un des mutants les plus puissants de l'univers X-Men, qu'on découvrira dans leur 3e aventure. Et tout au long de ce X-Men 2, plein de petits détails donnent ainsi des indices sur l'évolution de la mutante. Dans cette scène de l'église, les plus observateurs auront remarqué justement un phénix sur le dos de son blouson, un oiseau qu'on verra aussi plus tard sur le t-shirt du frère de Bobby. Autre indice quand Jean utilise ses pouvoirs à la fin et que des flammes dorées apparaissent autour d'elle et dans ses yeux, tout comme on peut discerner juste avant le générique de fin la silhouette de ce qui ressemble à un phénix passé sur lui. On a aussi découvert que la majorité des plans du manoir X-Men ont été repris du premier film, ou que l'adresse et les inscriptions visibles sur la plaque de la résidence sont loin d'être anodines. L'école est ainsi située à Graymalkin Lane, Salem Center, Graymalkin étant le nom du chat des sorcières dans le Macbeth de William Shakespeare, quand Salem fut le lieu de nombreux procès et du meurtre de femmes que l'on pensait sorcières au XVIIe siècle à cause de leur prétendu pouvoir. Tout ça comme une petite métaphore sur les mutants du film, plutôt subtile. Les germanophiles auront eux compris Diablo quand il parle allemand dans l'église et où il dit « Sortez, je suis le serviteur du diable, je suis le produit du mal », quand les cinéphiles auront reconnu que la musique de Magneto dans sa prison au début est la même musique classique qu'écoute Hannibal Lecter dans sa cellule dans le cultissime Silence des agneaux. Autre petit clin d'œil cinéphilique avec le son particulier que fait Cerebro en attaquant les mutants puis les humains, qui est emprunté au film Des monstres attaquent la ville de 1954, ou lorsque Stryker rentre justement dans son Cerebro 2 et que les touches du pavé émettent discrètement les mêmes notes que la fameuse musique de Rencontre du troisième type, on vous laisse vérifier. Côté caméo, on peut apercevoir le réalisateur Bryan Singer montrer sa frimousse ici sur l'ordinateur, puis en chair et en os en train de pousser le professeur Xavier juste là, quand les deux scénaristes du film, Michael Dougherty et Dan Harris, incarnent eux des médecins mis à mal dans le flashback de Wolverine. Le reste de l'équipe apparaît en clin d'œil dans la liste des gardes surveillant Magneto visible ici, où en plus de retrouver le nom des deux scénaristes, on peut lire celui de plusieurs producteurs. Enfin, on a noté que malgré son rôle relativement important, l'actrice Kelly Hu ne prononce qu'une seule petite phrase pendant tout le film, que le livre que lit Magneto au début, The Once and Future King, est le même dont parle Xavier à ses élèves à la fin, ou encore que le monologue final de Jean Grey est aussi le même que celui du professeur Xavier au début du tout premier X-Men, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. 2 films, et c'est toujours autant le bordel chez les mutants. Il fallait donc bien un 3e opus à la saga X-Men pour régler ses comptes, avant le grand ménage de printemps de X-Men le commencement. La fin d'une trilogie originale en apothéose et généreuse en petits secrets, détails et spoilers. Avec un budget de 210 millions de dollars, X-Men l'affrontement final fut à son époque le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Un film qui met les moyens donc, et ce dès le générique d'ouverture, où on peut s'apercevoir que le logo Marvel est composé entièrement d'images issues de comics originaux, ayant tous un lien avec l'histoire qui va suivre. Ce 3e opus marque aussi la première fois que tous les membres de l'équipe X-Men originale de 1963, à savoir le Fauve, Cyclope, Phoenix, Angel, Iceman et Professeur X, apparaissent enfin dans un même film. Les fans des aventures papier auront reconnu la fameuse manœuvre dite du Fastball Special, une technique consistant en Colossus lançant Wolverine dans les airs à pleine vitesse pour plus de dégâts. Mais aussi que la séquence du Golden Gate Bridge, arrachée par Magneto, sort tout droit du comics New X-Men numéro 147, où le personnage faisait de même avec le pont de Brooklyn.
Le design des tombes de Cyclope, Jean Grey et du professeur Xavier ici reprend celui des comics Days of Future Past. Et le numéro lisible juste là sur la boîte à vaccin est un clin d'œil à l'un des dessinateurs cultes des X-Men, Jim Lee, qui débuta son travail avec le Uncanny X-Men numéro 248, sorti en 1989. Plutôt super. Deux autres légendes Marvel viennent également dire bonjour au début du film. Chris Claremont, l'un des grands scénaristes des X-Men et créateur des personnages de Gambit, Mystique ou Dents de Sabre entre autres, et l'homme à la tondeuse juste là. Quand tout le monde aura reconnu bien sûr Stan Lee, créateur des X-Men, et son tuyau d'arrosage. On aura également noté la présence de la tête d'un robot Sentinelle au début, qui deviendra l'une des menaces centrales de X-Men Days of Future Past, quand le film nous dévoile un dénommé Trask, personnage justement à l'origine des Sentinelles, et qui prendra finalement les traits de Peter Dinklage dans le film de 2014. Cet X-Men, l'affrontement final, aime décidément changer les rôles, puisqu'il marque la 3e fois en 3 films que le personnage de Kitty Pryde est incarné par une actrice différente. Dans le premier opus, elle avait les traits de Semela Kay, avant de prendre ceux de Cathy Stewart dans X-Men 2, puis d'être incarnée par Ellen Page à partir de ce 3e film. Enfin, malgré son importance plutôt cruciale dans l'histoire de cette première trilogie X-Men et sa mise en avant sur les différentes affiches du film, on a calculé que le personnage de Cyclope n'apparaît en tout et pour tout que 4 minutes 40 secondes. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez